Les plébéiens de Calreco, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite, bienvenue, bonsoir, bonjour, bonne année, c'est comme on veut. On poursuit donc nos échanges avec tout un chacun issu de la société civile, heureux de vous proposer ce nouvel épisode avec notre invité que nous avons reçu au studio Griffon à Lyon, studio gracieusement mis à dispo par Guillaume Ducongé de la société Audiovisite, studio de voix off et de podcast. Bref, nous les remercions chaleureusement. C'est donc, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir pris une voix très radiophonique. Je sais pas si c'est le cas tout le temps. Bref, parenthèse mise à part, c'est donc là-bas que nous avons rencontré Franck, avec qui nous avons passé un chouette moment. Je vous propose qu'on commence de suite, et qu'on commence par le début. Parcours, CV, on pose les bases avant de passer aux choses sérieuses. Ça vous dit ? Mon parcours, je suis un petit Savoyard qui est né au début des années 60, donc je commence à avoir un long parcours. Qu'est-ce que je peux dire après soit on rentre dans un CV, alors là c'est plus professionnel. C'est vrai que moi j'ai fait des études scientifiques, après j'ai dérivé vers un métier plus sur le juridique, donc je suis conseiller en propriété industrielle, j'accompagne des entreprises innovantes, on va dire, ou qui cherchent à innover, ou voilà, pour des problèmes de propriété industrielle. Mais à part ça, ça résume une vie pas très bien. Donc après, moi j'ai grandi en Savoie, j'avais l'idée que jamais je ne quitterais ma ville natale, à Aix-les-Bains, avec son lac, ses montagnes. Et puis je suis parti faire des études à Grenoble parce que j'avais un professeur de chimie qui était très intéressant. Et donc, le hasard m'a amené là-bas. Et puis après, je suis parti, j'ai trouvé un travail aux Pays-Bas. Donc, je suis allé aux Pays-Bas. Ça m'a ouvert la porte des brevets. Mais du coup, j'ai voyagé au hasard de ce que mon métier m'a permis de faire. Et puis, à côté, j'ai beaucoup joué de musique. D'abord, comme élève, jusqu'à une vingtaine d'années, je joue de la flûte. J'ai abandonné, puis maintenant je rejoue dans une harmonie. Donc c'est un peu voilà ma vie. Après, moi j'habite dans la belle banlieue ouest de Lyon, dans les Monts d'Or. Donc c'est dans une zone très privilégiée. Le hasard nous a amenés là aussi par le métier, où j'avais trouvé un travail pas loin en arrivant de Paris, et on voulait pas aller trop loin. Et ça fait un peu plus de 20 ans, donc j'habite dans les Monts d'Or, qui ont bien changé, qui ont bien changé en 20 ans, même si c'était toujours une zone un peu privilégiée. Donc voilà, je fais un peu partie des privilégiés de la société aujourd'hui, du fait du confort que j'ai entre mon métier, que petit à petit j'envisage, vu mon âge, de petit à petit abandonner, pas abandonner vraiment, mais de lâcher prise en fait par rapport à l'activité professionnelle pour se projeter un peu dans le futur avec le mot que certains n'aiment pas, qui s'appelle les retraites. La retraite, mais en fait, c'est plus de se dire qu'à un moment donné, on passe d'un actif qui s'investit. Il y a une période, c'est assez marrant de voir que vers la quarantaine, on a tendance à vouloir s'investir, on se surinvestit dans le travail, et puis à un moment donné, on se dit que finalement le travail, c'est aussi le fait de passer la main. Donc la main, c'est l'accompagner, c'est la transmission, c'est ces choses-là qui sont plus intéressantes quand on commence à vieillir. Voilà. Nous allons suivre le flot de la discussion car, oui, je ne le précise jamais, mais dans le cadre des interviews de la série des plébéiens, j'ai peu de questions prévues à l'avance. J'en écris 2 ou 3 pour ne pas être en rade, mais je privilégie un échange fluide, enfin je l'espère en tout cas. Et ces quelques questions écrites me servent au cas où l'entretien a du mal à démarrer, ce qui n'a jamais été le cas. Donc en général, on tente, je le disais, de rester dans un échange spontané. Franck est parti sur le travail, le sens dans le travail, alors poursuivons le rapport au travail des jeunes notamment. Oui, alors déjà nous,
C'est-à-dire le côté surinvestissement dans le travail, moi je l'ai toujours relativisé parce que je suis un peu feignant. Donc en étant feignant, j'ai surtout cherché à travailler vite pour me dégager du temps, pour être tranquille. J'ai toujours eu horreur de la hiérarchie. Enfin, j'ai pas eu horreur, mais c'est vrai que j'avais du mal à supporter les hiérarchies bêtes et méchantes. Donc j'ai toujours cherché une indépendance dans mon travail. Donc c'était pas le côté scinder ma vie avec la partie travail, la partie personnelle, mais c'était plutôt de se dire faut harmoniser les deux. Et donc du coup, c'est d'arriver à vivre quand c'est nécessaire de manière intense son travail, tout en se préservant à côté. Et finalement, s'investir, ça veut dire se trouver, une forme de bulle dans laquelle on pense qu'on fait quelque chose d'utile. Donc voilà, je pense qu'il y a ce côté-là. Alors qu'aujourd'hui, les enfants que l'on peut avoir, alors moi, ils sont pas forcément encore vraiment dans le marché du travail, ou en tout cas, c'est des aspects alternatifs au travail plus courants, puisqu'il y en a un qui est artiste et l'autre qui est étudiant en art. Mais c'est ce que je vois aussi, c'est qu'on a ils ont tendance à vraiment scinder la partie travail avec une forme d'investissement, mais pas trop, et de la partie vie privée, en disant, on peut couper l'un d'un coup. C'est-à-dire, surtout la partie travail, pour revenir derrière après, alors que l'on était plus, nous, dans une forme de continuité, de se dire, on s'investit, parce que c'est pas parce que c'est bien de travailler, je suis pas du tout dans ce modèle-là, mais on s'investit parce qu'on a envie que les heures passées au travail soient utiles et aient un sens pour nous, en tout cas. Voilà, c'était plus ça. C'est ce qui nous amène parfois à faire des choses, passer beaucoup de temps, surinvestir parce qu'on est pris dans l'idée qu'on fait quelque chose d'intéressant. Puis après, on voit après coup, est-ce que c'est réellement intéressant? C'est autre chose. Franck est né donc dans les années 60, il a commencé à travailler au début des années 80, cette période qu'on décrit souvent comme un tournant dans l'évolution de nos sociétés occidentales, puisqu'elle marque le passage à un capitalisme décomplexé, plus dur. C'est la période Reagan-Thatcher. Et les conséquences, c'est d'enrichir les plus riches en dérégulant les marchés, en réduisant le rôle de l'État, des dépenses publiques et de la fiscalité, en particulier au bénéfice des grosses entreprises, en privatisant les entreprises publiques et en abaissant le coût du travail. Tout cela s'est mis en place progressivement et c'est cette politique qui nous a emmenés où nous sommes aujourd'hui et c'est pas Jojo. Comment Franck a-t-il donc vécu cette évolution ? Alors déjà, dans ma réponse, il faut que je fasse attention parce que je commence à vieillir et de ne pas tomber dans le cliché du « c'était mieux avant », puisque forcément, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans dans les années 80 et effectivement, les années 80, ça a été la victoire de Mitterrand qui était une immense joie. Mais les années 80, on oublie que, bien entendu, c'est Reagan-Thatcher. C'est aussi les années SIDA, c'est pas la politique, mais si, il y a eu de la politique aussi autour de la question du SIDA. Mais c'est vrai qu'on est parti, ayant grandi dans une famille à gauche, avec l'idée que jamais on gagnerait. D'un seul coup, Mitterrand est arrivé, et pour beaucoup d'entre nous, arrivé à l'âge de la vingtaine, on va dire, finalement, on ne s'est pas engagé en politique. Hein, c'est-à-dire que ça y est, c'est arrivé, enfin la gauche est là, et puis finalement, on ne s'est pas engagé en politique, et c'est vrai que du moment où on ne s'engage pas, il y en a d'autres qui s'engagent. Alors soit qui s'engagent à gauche, mais qui ne sont pas forcément les gens les plus intéressants, et puis l'autre partie a poussé ses pions et a gagné, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, a gagné la bataille de l'image, hein, c'est-à-dire qu'on quand même on fait toujours refléter cette société, on met en avant l'individu, on met en avant le héros qui va réussir, le fait que si on n'est pas bon, c'est de notre faute, c'est ce genre de choses, hein, et cette évolution s'est installée petit à petit. Alors de mon point de vue personnel, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai profité de cette vague libérale, d'abord au niveau de la libéralisation de la société dans le terme
comment dire, euh, en termes d'activité personnelle, de capacité de faire des choses. On s'est mis à voyager, on s'est mis à voir plein de choses, des amis. Voilà. Mon métier m'a fait profiter aussi de ça, puisque étant dans un domaine d'accompagnement d'entreprises innovantes, ben forcément l'innovation draine de l'argent et donc c'est des métiers qui rémunèrent bien, on vit bien, choses comme ça. Donc j'ai beaucoup profité de ça. Et en même temps, on a un œil, on se rend compte que finalement la société évolue mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu que, pendant que nous on profitait de tout ça, on n'a pas vu, alors sans parler des questions climatiques et autres, on n'a pas vu que la société commençait à se scinder, euh, avec finalement une forme je dirais une forme de médiocrité qui s'installe, où on fait miroiter aux gens une vie relativement médiocre, même quand ils ont de l'argent, où il y a une frange une élite très restreinte qui contrôle l'essentiel dans la société, une frange très pauvre, et puis les gens au milieu qui naviguent pour une vie quotidienne qui pensent, y compris quand ils ont des postes à responsabilité dans des entreprises, hein, qui pensent mener en peine comme ils l'entendent, alors que finalement ils n'ont aucun pouvoir sur ce qu'ils font, à part la capacité d'acheter quelque chose. Et donc on voit toute une frange de cadres supérieurs, de commerciaux, dont le seul objectif, c'est d'avoir finalement la maison un peu plus grande que son copain, acheter une nouvelle Porsche. Enfin, moi, je vois ça autour de chez moi. Donc, et ça, c'est assez dramatique de voir cet appauvrissement intellectuel de la vision des gens, de ce qu'ils voulaient et autres. Et ça, c'est tout ce libéralisme qui a mené à ça Enfin, je ne suis pas un grand analyste, mais c'est un peu ce que je vois. Moi, c'est ça, c'est cette évolution d'individualisme qui fait que finalement, c'est débrouille-toi par toi-même, et on fait croire que la réussite, c'est d'avoir un peu plus d'argent que l'autre, c'est ceci, c'est cela, mais c'est pas du tout. Et le collectif est pas du tout mis en avant, à part quand on parle du rugby. Alors j'adore le rugby, hein, mais le collectif n'est pas mis en avant. Les forts noms. L'économie non commerciale n'est pas mise en avant, et du coup, on a une partition de la société aussi aujourd'hui qui est assez dramatique, quoi, où on pousse les gens finalement avoir des boucs émissaires par rapport à leurs problèmes. On pousse les gens à dire si lui ne réussit pas, tant pis pour lui, enfin ce genre de choses. Et ça, c'est une évolution aujourd'hui qui n'est pas très belle, quoi, dans notre société. Bégodeau dit souvent que la plupart des gens agissent et fonctionnent selon leurs intérêts de classe. C'est souvent vrai. J'ai souvent l'occasion d'échanger avec mes amis bourgeois, car j'en ai quelques-uns du fait d'avoir fréquenté une école privée dans ma jeunesse. Ils ont un rapport différent au monde, enfin différent du mien en tout cas. Ils ont construit le leur autour de valeurs comme le mérite, la réussite financière, la reconnaissance sociale, qui implique d'être compétitif et plutôt individualiste. Et c'est compliqué pour eux de remettre en question ce schéma sans remettre en question tout leur choix de vie. Je voulais inviter Franck parce qu'il occupe une position sociale favorisée, mais qu'il est tourné vers le collectif et pas seulement en surface, comme cela peut être le cas chez les bourgeois d'une certaine gauche, on va dire. D'ailleurs, d'une certaine gauche qui est de droite, en fait, hein, la social-démocratie, les sociodémocrates. Ceux que décrivent justement Bégodeau dans Histoire de ta bêtise. Alors pour Franck, d'où lui vient cette vision du monde? En a-t-il hérité? L'a-t-il construite au fil des rencontres et des événements qui ont jalonné sa vie? C'est la question. Je pense que c'est un peu ça au départ, hein, c'est-à-dire, je pense que le choix politique, certains le font vraiment à titre personnel. Pour beaucoup, c'est notre culture, notre éducation, notre entourage. C'est vrai que moi, dans ma famille, c'est mes parents qui ont fait un choix, je veux dire, au sortir de la guerre, de renoncer à la religion, de s'engager à gauche. Et s'engager à gauche, c'était surtout l'idée que le fort doit aider le faible. Et sans contrepartie, c'est la différence entre solidarité et charité.
hein. Aujourd'hui, on voit que les enfants de Bernard Arnault annoncent qu'ils vont donner des millions au Resto du Cœur. Et je ne pense pas qu'ils ont dit la même chose pour le Secours populaire, et ça, qui est dans la même problématique d'argent. Et simplement, c'est une forme de charité. On choisit ses causes. Alors, c'est bien de pouvoir choisir ses causes, hein. Moi, j'en défends des personnels. Enfin, j'ai des investissements personnels pour soutenir certaines associations. Mais c'est là aussi, on a cette idée qu'il faut mériter l'aide. Il faut mériter l'aide. Et moi, j'étais dans une famille où non, moi, mes parents s'engageaient, donc ils étaient enseignants, en tant qu'enseignants au quotidien, après dans des colonies de vacances, après dans toutes sortes de choses, pour accompagner avec un projet d'éducation qui faisait qu'on n'était pas juste là pour faire passer le temps, mais aussi il y avait une volonté d'aider les gens à comprendre le monde, d'aider les gens à faire des choses par eux-mêmes, d'avancer. Donc ça, c'est un peu ça qui est marquant. Et après, ben c'est plus que j'ai conscience de la chance que j'ai eue, que le hasard m'a apporté. C'est-à-dire que ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui prétendent que c'est l'effort personnel qui fait qu'on est là où on est, parce qu'on est supérieur, on est un peu supérieur, et l'homme providentiel, quoi. Enfin, c'est un peu tout ça. Et en fait, moi, j'y crois pas du tout. J'ai vu mon parcours, je sais que mon parcours est fait de hasard. Je suis arrivé là par hasard, et tout simplement parce que j'ai pris des chemins, j'ai ouvert des portes, j'avais de la curiosité, donc à un moment donné, ben, j'ai pris des portes qui m'ont amené où je suis, et le hasard a fait que professionnellement, je suis arrivé dans un monde où on était bien payé, on gagnait bien sa vie, et du coup, ben, j'ai eu un confort que je n'aurais pas eu si j'avais ouvert certaines autres portes, j'aurais fait d'autres choix. Et ça, le côté hasard dans notre position, les gens ont du mal à l'accepter. Surtout ceux qui font des études supérieures. Ceux qui font des études supérieures croient à ce qu'on leur a dit sur la méritocratie, l'effort à l'école fait que derrière, on va s'élever de sa classe, ou on se maintient dans sa classe. Maintenant, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire les études supérieures, tout le monde y a accès, mais très peu vont en sortir avec les postes les plus importants rémunérateurs. Tous ceux-là, ils sortent tous un peu du même moule, d'une même famille. On voit bien les grandes écoles, qui va dans les grandes écoles, quelle est l'origine sociale, et ce genre de choses. Donc, et ça, c'est le côté, voilà, le hasard est là. Donc, bien entendu, il faut être capable de saisir la chance. Mais saisir la chance en soi, c'est pas une qualité supérieure, c'est pas quelque chose qui fait qu'on est, voilà, on pense que les autres, tant pis pour eux, ce genre de choses. Donc c'est plus l'idée que oui, du moment où on a les moyens, on est fort, ben on doit aider les plus faibles, non pas simplement à rester dans leur misère, mais à en sortir par l'éducation, par l'ouverture d'esprit, par ceci, par cela. Enfin, c'est un peu ça. Ok. Ça m'intéresse toujours beaucoup d'essayer de comprendre ce qui nous détermine. Et bien sûr, la construction familiale est un élément fondateur. Non, si on remonte à la génération avant mes parents, c'était... Non. Ma grand-mère maternelle était femme de chambre. Mon grand-père maternel, lui, a commencé comme... enfin, on a retrouvé des papiers où à 15 ans, il était dans des brigades d'hôtellerie avec... de l'autre côté de mon père, il était tourneur, ma grand-mère était secrétaire. D'ailleurs, c'est pas des familles aisées. Simplement, l'ascension sociale est venue au niveau de mes parents quand ils sont devenus instituteurs, au sortir des années 50, après-guerre. Et ce qui est une réalité, c'est que dans les familles d'enseignants, c'est là où on a le plus de capacité à se positionner pour des études supérieures sans sortir de la classe, des classes supérieures de la société. Ouais. Donc c'est venu de ça. Et c'était aussi les années 70-80, donc c'est aussi une année où il y a un peu plus d'ouverture qu'aujourd'hui, quoi, sur cette possibilité. Restons un peu dans la périphérie de la sociologie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se politise ou pas ?
Franck disait tout à l'heure qu'avec l'arrivée de Mitterrand, sa génération, enfin le côté gauche de sa génération, avait pensé que c'était gagné et de fait avait négligé l'engagement politique. Pourtant, je suis Franck sur les réseaux et il m'a l'air tout à fait politisé et tout à fait engagé. Alors, comment dire, c'est pas ne pas être politisé, c'est ne pas s'être investi dans la politique, dans les partis, les syndicats, les choses comme ça. C'est-à-dire que effectivement, mes parents ont milité dans un parti pendant un temps, ils militaient dans leur syndicat. Nous, quand on est arrivé à 20 ans, on n'avait aucune envie d'aller militer dans des partis où le faible passage que j'ai dû faire aux jeunesses communistes, ça m'a affolé, quoi, de voir la manière dont ça parlait, alors que moi, j'avais envie de faire la fête et de faire autre chose. Donc, c'est plus, on a pensé, avec l'arrivée de Mitterrand, que ça y est, la gauche arrivant, ça y est, c'était fait. On nous a trop fait croire au lendemain qui chante, en fait. C'est un peu ça. Donc, on a oublié que c'est un combat du quotidien là-dessus. Et quand on revoit, finalement, il y avait déjà, dans les années 70-80, toutes les problématiques qu'on trouve aujourd'hui, en particulier en termes d'écologie. Je veux dire, on avait déjà, en termes d'écologie, on avait déjà des problématiques où des gens annonçaient ce qui allait se passer, et nous, on n'a pas voulu le croire, parce qu'on disait, bon, ça va 5 minutes, ce genre de choses. C'était des petites voix. Et ce qu'on trouvait déjà aussi, c'était la répression des militants écologistes. Avec, à l'époque, c'était à Crémalville, où il y a le premier mort d'une manifestation écologiste contre un méga projet, qu'on a retrouvé à Sivins ces derniers temps, Sainte-Soline maintenant. Et ça, c'est des constantes qu'on a dans la société, où on se retrouve à vraiment ceux qui cherchent à finalement à ouvrir comment dire, la conscience sur le monde, la finitude du monde, le fait que on ne peut pas exploiter ad vitam aeternam des choses de manière infinie. Hein. Le monde est fini, tout ce qu'on prend, on le récupérera pas. Et ça, cette conscience-là existait déjà à l'époque, mais la petite voix l'a fait disparaître, et on est parti, le libéralisme a posé ce discours sur le productivisme, sur le fait d'avancer, et toutes les dérives qu'on a, et qui continuent aujourd'hui, malgré la conscience qu'on peut avoir des problèmes de plus en plus présents, quoi, en termes de climat, en termes de ressources, en termes de société. Hein, comment dire, aujourd'hui, on est dans une société particulièrement scindée, avec des gens, des groupes qui refusent de... Enfin, il y a je trouve une forme de violence qui est encore plus présente aujourd'hui chez nous, hein, en Europe. Enfin, en Europe de l'Ouest. On y vient au présent. D'ailleurs, si on peut retirer un bénéfice des dernières années, et notamment de la crise sanitaire, c'est qu'elle a permis à certains d'ouvrir les yeux sur la façon dont nous sommes tenus en dehors des décisions qui nous concernent. Un autoritarisme latent qui dit presque son nom, qui va le dire bientôt. J'en ai le pressentiment, je ne sais pas pourquoi. Bref, le constat de Franck sur la période actuelle. Allons-y. C'est à la fois une période assez médiocre politiquement, c'est-à-dire qu'on a des gens au pouvoir depuis pas mal d'années, hein, une lente médiocrité s'installer, et du coup l'autoritarisme qui devient la manière de gouverner, avec et ça, c'est pas juste les dernières années, hein, ça date, on va dire, depuis Sarkozy, ça a continué sous Hollande, et aujourd'hui ça s'est amplifié, quoi, où on refuse la contestation, la moindre contestation est réprimée de manière violente. On entend des gens qui disent c'était moins violent avant dans les manifestations, mais ils ont oublié comment c'était quand il y avait des sidérurgistes ou des viticulteurs du côté de Narbonne qui en arrachaient leur vigne, qui manifestaient. La police en face, elle n'emmenait pas large non plus. Donc on fait croire qu'il y a une surviolence des manifestations pour justifier de la répression.
Alors que pour moi, c'est plus la marque d'une faiblesse du pouvoir, d'une faiblesse intellectuelle, d'une faiblesse d'entraîner la société vers des choses beaucoup plus positives. Et le côté positif, c'est pas simple de dire ça va être super, c'est simplement de se dire comment on fait pour avancer dans un monde meilleur pour tout le monde, et pas simplement de dire dès que tu contestes, c'est que tu n'as rien compris, et au bout d'un moment, on t'envoie la police parce qu'il n'y a pas de dialogue, quoi. Il y a pas de dialogue. Et c'est une manière de gouverner qui s'est amplifiée avec l'arrivée de Macron au pouvoir, et avec cette vision très entrepreneuriale du management. C'est-à-dire, on retrouve dans le langage des ministres, moi, des éléments de langage que j'entendais quand j'ai travaillé dans une grande société multinationale, et c'était des formes de management qu'on entendait. On fait des réunions pour faire croire que on dialogue, alors on a déjà les conclusions, c'est ce genre de choses. Et ça c'est assez terrible, parce que ça nous mène tout droit vers l'arrivée du Front National dans les prochaines années. Et ça, c'est assez dramatique, parce que on minimise ce risque aujourd'hui, alors que ça sera encore pire. Ça sera encore pire. Mais c'est vrai que l'évolution de la politique fait que en absence de projet réellement fédérateur qui convainc une grande partie, ce sont toujours des minorités qui ont été au pouvoir. Alors, des majorités électives, constitutionnelles, légitimes constitutionnellement, mais qui ont oublié, qui confondent autoritarisme, conviction et imposer, ce genre de choses. Et la manière dont les dialogues, les débats se passent, c'est assez dramatique, quoi, de voir ça aujourd'hui, où on parle beaucoup de la forme, plus on est propre sur soi, mieux ça va, alors qu'on peut dire des horreurs de manière très gentille, et que si on est vindicatif, ça veut dire qu'on est un anti-républicain. Enfin bon, il y a un peu tout ça qui est assez dramatique à voir. Enfin moi, je suis pas très optimiste par rapport à l'évolution de notre société aujourd'hui, quand on voit le débat politique et les gens qui s'en saisissent, quoi, en général. On peut se dire que ce système libéral est sur un mode baroudonneur et qu'il va s'autodétruire, sauf si la technologie vient le sauver, ce qui, je pense, fait partie du plan. Alors est-ce que le plan se réalisera ? S'il y a un plan, je ne sais pas s'il y a un plan. J'ai posé la question à Franck, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à autre chose, une autre organisation sociale, loin du capitalisme, où on tente de le réguler. Est-ce que le capitalisme vertueux, ça existe ? Alors, d'abord, faut se méfier sur la fin des mondes, parce que faut voir qui a les ressources, qui a le pouvoir, et qui a aujourd'hui, c'est la bataille du discours de l'histoire qu'on aime à raconter. Et cette vision libérale de l'effort individuel et autres reste aujourd'hui très, très présente et majoritaire dans la société. C'est-à-dire que on est un peu dans notre entre-soi, de voir en se disant que oui, il y a une réaction de la société et autres. Alors j'ai entendu dans un des posts où tu parlais à l'époque des manifestations sur la réforme des retraites qui redonnaient un peu d'espoir. Et moi, j'y étais et j'ai trouvé, oui, très bien, d'autant mieux que on se retrouvait avec des étudiants qui amenaient de la vie dans les manifestations, parce que les manifestations, c'était devenu des cortèges funèbres, quoi, où les gens se suivent des camionnettes pleines de musique. Et là, il y avait des slogans, il y avait de la vie. Donc, c'était intéressant, encourageant. Mais il faut bien voir qu'on n'a pas été rejoint par les gens, tous ceux qui habitent dans les banlieues, dans les cités, et que pour eux, ils n'avaient aucune raison de venir là. Ils ne se sentaient pas concernés. Et ça, c'est à ce niveau-là, c'est que ça reste encore minoritaire. Et si on leur parle, ils pensent que pour eux, l'essentiel, c'est de se démerder tout seul, d'y arriver. Puis finalement, moi, je serai à la place du riche le jour, ceci, cela. Ce discours-là est encore vachement présent. Et ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les médias, je veux dire, les médias en France, on voit dans quelles mains ils sont, et ça va dans ce sens-là. Donc ça va être
l'agonie du capitalisme, enfin, pas du capitalisme, mais du libéralisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, de l'organisation de la société aujourd'hui, du fait qu'on met entre les mains de très peu de personnes l'ensemble du pouvoir, cette agonie-là va être lente et va être longue, je pense, moi. Sauf s'il y a d'un seul coup un effondrement, donc qui va être un effondrement plus lié aux questions environnementales, quand on voit cette année les feux de forêt, les inondations et autres, enfin la canicule en France qui dure là au mois de septembre, enfin ce genre de choses. S'il n'y a pas cet événement extérieur, ça va pas venir des gens. Enfin, moi, je le crois pas. Je le vois pas comme ça. Donc après, moi, j'ai pas de vision, d'idée claire d'une bonne économie, ce genre de choses. Ce qui est clair, c'est que les États ont renoncé à leur pouvoir de régulation. Et en laissant faire, en disant, c'est pas à nous de faire ça, les entreprises vertueusement vont d'elles-mêmes adopter ce qu'il faut. On entend maintenant, la taxe carbone, la monétisation fait que s'ils doivent payer vertueusement, ils vont devenir plus raisonnables. Ça, j'y crois pas. Ça, c'est faux. Et ça, le capitalisme, on va dire, a apporté à la société à une époque quand les États étaient puissants et imposaient. On entend souvent citer la période de Roosevelt aux États-Unis. Les grandes fortunes étaient imposées à plus de 70%. Parce qu'il fallait financer la société. Alors après, ça a dérivé vers plus de voitures, plus de ceci, plus de cela. Mais s'il n'y a pas un contrôle, et on a des lois qui devraient permettre ce contrôle, sauf que les États y renoncent. C'est-à-dire que normalement, il y a des lois anticoncurrentielles. Alors quand on se retrouve dans des domaines de l'économie où il n'y a plus que 3 acteurs au niveau mondial, ils sont plus puissants que les États. Et ça, c'est pas possible. Et donc, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui joue, mais on va avoir d'abord à faire face à ces échéances liées au climat qui vont s'appeler à nous, enfin, on va dire qui vont s'imposer à nous, comme ça risque d'être relativement terrible. Je suis pas très optimiste. Alors moi, je suis Sagittaire. Et ça m'a été confirmé lors de notre entretien avec Jean-Yves Espier. Les Sagittaires sont optimistes. Et moi, je suis tout à fait optimiste. J'ai des solutions, d'ailleurs, je les expose souvent dans Calreco. Et on va en venir à ma solution principale. Solution, il est vrai, irréalisable en l'état, un peu idéaliste, au sens commun, mais aussi au sens philosophique. Une solution qui est bien loin de la proposition matérialiste marxiste. Ma solution, qui serait que chaque individu se penche sur sa condition d'être humain en tentant de se connaître, de prendre conscience de ses biais et de ses déterminismes pour s'en affranchir et s'ouvrir aux autres et au monde. Non, oui, non. C'est ce que tu dis, je pense c'est vrai. C'est-à-dire que le problème du marxisme, ça a été de faire croire qu'il y a une vision linéaire de l'histoire qui va vers le mieux. C'est un peu ce qu'on entendait. C'est les lendemains qui chantent, quoi. C'est ça qui a toujours fait croire ça, et de faire croire que finalement le moins bien ne peut plus arriver parce que inéluctablement on va vers l'effondrement du capitalisme et que la puissance de la solidarité va être là pour s'imposer, on va dire. Enfin, cette vision-là va s'imposer. Or, c'est pas du tout le cas. On l'a bien vu ces années-là. Il n'est pas dit que l'étape suivante, même s'il y a un passage, une phase de l'humanité qui va être noire, qui peut arriver, il n'est pas dit que derrière, on va retrouver un cheminement vers le mieux de cette manière-là. Je veux dire, c'est croire que l'histoire a une continuité alors qu'on vit au quotidien et que le futur, on le fait au quotidien, en fait. C'est la projection dans le futur lointain, et on y viendra après, mais la projection dans le futur, même à moyen terme, elle est basée sur le fait qu'il y a une forme de constance sur ce que l'on vit aujourd'hui. Elle n'est pas basée sur l'idée qu'il y a une progression, chose comme ça.
Donc du coup, cette idée-là, oui, après, cette idée de dire que ça vient de l'individu, bien évidemment, ça vient de l'individu, et je pense aussi que ça passe par l'éducation, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'éducation, tout ce qu'on entend, bon, après on parle, alors on fait venir les problèmes des enseignants et autres, mais le contenu lui-même, personne ne remet en cause le fait qu'on ne parle que des acquis fondamentaux, il faut savoir lire, écrire, calculer, alors que finalement, on a oublié, il n'y a plus d'enseignement artistique. Je veux dire, il n'y a plus d'enseignement musical ou art plastique alors on parle de sport aujourd'hui, on parle de sport parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques et on a peur de pas avoir de médaille, mais je veux dire, le sport à l'école, c'est pas fondamentalement bien. Et puis si on le fait, c'est du sport forcément encadré vers des pratiques sportives codifiées. Donc finalement, laisser les enfants explorer leur capacité à faire des choses par eux-mêmes, créer des choses, quelles qu'elles soient, avancer chacun son rythme, tout ça, c'est quelque chose qui est hors de question, alors que c'est par là que ça va passer, de permettre aux enfants, en grandissant, de savoir par eux-mêmes trouver des moments dans la vie où ils font des choses pour eux, et pas simplement avoir une vision matérialiste des choses, bosser, se retrouver. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Donc, je pense que oui, ça passe par l'individu, mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. C'est-à-dire, pour prendre ce chemin, il faut faire vraiment un effort pour que les gens se saisissent de ça. Or, ils ne savent pas qu'ils peuvent s'en saisir. Je pense là-dessus. Et c'est sûr que dans le discours ambiant, tout ce qu'on entend, on parle de la valeur travail, du respect. L'école, aujourd'hui, c'est quoi? Il faut qu'on redonne le goût du travail et du respect de l'autorité. Ça, c'est tout le discours ambiant, et peu de monde le remet en cause, y compris à gauche, ce qui est c'est un peu difficile parce que à la sortie, une fois qu'on aura des enfants qui savent bien lire, bien compter et qui respectent l'autorité, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Quelle va être leur vie? Quelles sont leurs projections dans la vie? Puis après, il y a des surdiplômés qui arrivent et puis qui sont pas contents de leur travail et puis qui se disent à quoi ça sert? Je vais pas m'investir dedans. Enfin, il y a tout ce côté-là, hein. Si on revient sur le commentaire là par rapport à la vision des jeunes par rapport au travail, il faut voir qu'on investit énormément d'argent pour former des gens. Pour avoir des diplômes. On a des écoles d'ingénieurs d'université qui fabriquent des champions, hein. Je veux dire, les jeunes qui sortent de Polytechnique, c'est des bêtes de course incroyables. Et qu'est-ce qu'on leur offre dans la vie? Des travaux, un job de management au sein d'une entreprise où ils n'auront pas de pouvoir, ou ce genre de choses. Finalement, ils arrivent avec des méga capacités de faire des choses, et d'un seul coup, on leur demande une vie assez médiocre pour faire des choses. Donc oui, je sais pas, c'est peut-être confus ce que je dis, mais personnellement, moi, je suis pour le droit à la paresse, je suis pour le je suis pas pour le travail pour le travail. C'est pas parce qu'on va mettre tout le monde au travail que la vie va s'en sortir mieux. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que le discours aujourd'hui reste un discours, on parle de PIB, on parle de production, de choses comme ça, alors qu'on devrait investir plus dans, alors pas le développement personnel, parce que c'est relativement connoté, hein, mais sur la capacité des gens à faire d'autres choses, à se retrouver, faire autre chose, avoir des projets communs qui ne sont pas marchands. Et ça, le problème, c'est que si on n'a pas eu la capacité de le faire jeune ou autre, c'est difficile de s'en saisir, en tout cas pour la grande majorité, hein. Puis en plus, quand on est contraint par toutes sortes de problèmes économiques, on vit dans des conditions difficiles, c'est pas vraiment, comment dire, ça va pas être vraiment quelque chose qui incite à la paresse, à la réflexion, à la créativité, enfin ce genre de choses, quoi. Je ne sais pas si dans son milieu social, Franck fait figure d'ovni. Je me demandais si dans ses cercles professionnels et amicaux, il parlait politique. Alors ça dépend. Dans les cercles professionnels, c'est relativement difficile parce que dans les métiers d'accompagnement de l'innovation,
on part d'un principe. Alors, on part d'un principe de dire que l'innovation est nécessaire pour faire avancer la société, qu'il faut la promouvoir. Donc on est des acteurs de ce schéma-là. Alors après, une fois que j'ai dit ça, je me dis mais qu'est-ce que je fais après ma réflexion? Pourquoi je continue? Alors après, je pense que chacun dans son quotidien va se créer une forme aussi de bulle qui justifie de ce qu'il fait. C'est-à-dire, moi, je vis dans un monde fictionnel dans lequel ce que je fais est utile. Il est utile pour certains. Moi, j'accompagne plutôt des PME avec des gens qui ont des projets qui ne sont pas des projets complètement farfelus. C'est pas juste une application pour faire des rencontres ou des trucs comme ça. C'est plus soit dans la santé, dans la bioproduction, ce genre de choses. Donc on se dit bon, il y a peut-être quelque chose. Et j'accompagne des PME. Donc forcément, je suis là pour aider le petit contre le gros. Donc je me justifie aussi par rapport à ça dans mon quotidien. Et puis c'est un métier qui est très intellectuel. C'est-à-dire, on est dans un monde fictif où il y a des inventeurs, il y a des inventions, il y a des règles qui font qu'on peut avoir une protection ou pas, ce genre de choses. C'est une sorte de monde fictionnel qui est le monde du juridique. Hein. C'est un monde de fiction, le juridique. Même s'il y a des conséquences bien réelles sur les gens, et du coup, intellectuellement, c'est intéressant. Donc, moi, je suis pas aujourd'hui intellectuellement. Chaque fois, j'ai des questions nouvelles. Je rencontre des gens intéressants aussi quand il s'agit d'innovation de petites structures. Hein. Il y a de tout, mais il y a des gens très intéressants dans ce qu'ils font. Donc ça me permet de continuer à me justifier mon quotidien là-dedans, en me disant que peut-être que là-dedans, ça servira un peu. Bon, après, je suis pas un sauveur de l'humanité. Hein. Je suis pas un héros là-dessus. Mais on est dans un milieu qui est très marqué. À l'origine, on était une profession d'ingénieur conseil, donc c'était très traditionnel, un peu comme notaire de province, un peu comme ça. Et ça évolue doucement aujourd'hui. Je caricature un peu, hein, mais comme ça. Donc la question politique ne se pose même pas, quoi. Voilà. Après, cercle d'amis, oui, des cercles d'amis, a priori. Alors, c'est là où, petit à petit, on appauvrit ces cercles. C'est-à-dire, il y a différents cercles. Il y a les amis proches qu'on voit souvent et pour lesquels on a un peu une connivence politique. Pas tout à fait pareil, mais donc, on en parle. On parle de questions. Alors, pas forcément de dire, pas forcément le genre d'échange qu'on a aujourd'hui, mais effectivement, la question politique se pose. Après, il y a des amis plus lointains ou qu'on voit moins fréquemment et qu'on sait qu'on n'aura pas d'échange là-dessus et on ne cherche pas à en avoir parce que on a besoin aussi, enfin, je veux dire, on a besoin aussi d'aller à la rencontre des autres avant même d'échanger, de pouvoir se dire, on passe un bon moment ensemble et c'est possible. Il y a ça aussi. Donc voilà, ça dépend. Après, on n'a pas d'échange sur l'avenir de la société, ce genre de choses. Alors nous sommes sur Calreco, hein, vous le savez, donc comme il se doit, j'ai interrogé Franck sur son rapport à la métaphysique, à l'invisible, au spirituel, à l'incommensurable. Alors c'est assez lointain. C'est assez lointain. Bon, moi je suis athée. Si on revient sur le pan de la religion, et j'ai pas eu franchement à me pencher là-dessus. Alors, ça veut pas dire que je suis insensible. Je suis sensible à la beauté de la nature. Veut dire, tu cherches toujours dans ta vie. Et c'est ça qui est intéressant, de trouver des moments de grâce, des moments de bonheur, des moments d'autres. Tu peux te retrouver dans un paysage incroyable au lever du jour. Tu peux faire passer des moments super, mais j'ai pas cette idée-là d'aller chercher dans le spirituel. Mes réflexions vont plus sur le dire que le monothéisme est une catastrophe parce qu'elle pousse les gens les uns contre les autres et que quand il y avait plusieurs dieux, c'était quand même mieux.
Et j'aime beaucoup quand je suis allé. Alors, j'ai eu la chance d'aller au Japon et j'aime beaucoup au Japon où il y a un dieu par objet, quoi, en gros, et que chacun peut choisir son dieu, aller lui parler. C'est pas le dieu qui dit, qui est terrible, qui vient te menacer, ce genre de choses. Donc je serais plus dans cette orientation-là. Mais après, voilà, la beauté des choses, la beauté du monde, on voit des choses incroyables tous les jours. On peut voir des choses incroyables. C'est ce genre de choses, oui. Mais oui, la nature, se connecter à la nature, c'est un premier pas, sinon le seul pas à faire pour se connecter à soi-même et au spirituel, à l'incommensurable. Bref, est-ce que dans l'avenir, est-ce qu'en 2096, les gens seront intéressés par la connaissance de soi? Est-ce que ce siècle sera spirituel ou ne sera pas, comme le disait Malraux? Je ne sais pas. En tout cas, je pose la question, comme à tout le monde, comme à tous mes invités. 2096, comment ça va se passer pour toi, Franck, sur le plan économique, écologique, social, politique, philosophique? Comment le monde va tourner? Je voudrais bien ton avis. Alors, moi, bon, c'est bien que tu poses cette question sur une date très lointaine où nous ne serons pas présents. Hein, ça, c'est déjà une bonne chose. Parce que du coup, ce n'est pas un enjeu personnel par rapport à ça. Après, c'est vrai que moi j'ai un peu une vision assez pessimiste des choses sur ce qui arrive. Alors, être pessimiste, ça ne veut pas dire de voir tout en noir, ça veut juste dire qu'on a conscience un peu de notre finitude et on a conscience que si on continue comme on continue aujourd'hui, la société va dans le mur, l'humanité est en très grand danger. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va disparaître, mais ça signifie que ça peut être assez catastrophique. Donc, je vois plutôt ça comme ça. Ce qui n'empêche pas d'être aussi optimiste sur le quotidien. Rencontrer des gens, avoir des moments de... être pessimiste, ça signifie pas ne pas voir. Sinon, bon, on met fin à tout. Donc, moi, je vois plutôt une société qui va... J'aimerais être utopiste et me dire les gens vont se réveiller, ça y est, ils vont revenir à l'essentiel et on va retrouver une société d'équilibre avec la nature, change comme ça, mais j'y crois pas trop. Donc je pense qu'il va y avoir un fort, quelque chose d'assez dramatique, j'espère le plus loin possible, y compris pour moi et mes enfants. Mais après, du coup, que va devenir la société, les gens restants, comment vont-ils vivre là-dessus alors là, je rebondis sur un projet intéressant que j'avais vu d'un collectif d'artistes qui s'appelle PB City, PB pour Pierre Bénite, où ils sont installés dans un atelier au milieu de la zone Céveso. Et l'idée, c'est de dire qu'après l'effondrement, les artistes prennent le pouvoir et modèlent le monde à leur image. Voilà, et que du coup, j'espère qu'à ce moment-là, on va retrouver une forme de vie harmonieuse, harmonieuse avec la nature, harmonieuse entre les gens, petit à petit, ce genre de choses. Donc voilà, après, ça signifie que c'est un monde où on n'aura plus toutes ces histoires d'intelligence artificielle, de transhumanisme. Ce qui est assez terrible, c'est de se dire que on va avoir confiance dans des informations qui sont complètement itérées dans des serveurs qui peuvent cracher du jour au lendemain et disparaître du jour au lendemain. Donc ça peut disparaître du jour au lendemain comme ça. Et dans ce cas-là, on doit revenir sur une vie qui est plus basée sur la relation à la nature, sur l'échange, le quotidien, des plus petits groupes qui vivent entre eux comme ça. Et pour la musique, ça sera de la musique acoustique.
De la musique acoustique, tiens donc. Non, je veux dire merde alors. Parce que je suis pas parti sur ces bases pour la composition de l'album de Cal Reco. Car oui, pour ceux qui découvrent, Cal Reco c'est aussi une fiction, un album musical et un spectacle en cours de création. Et pour trouver l'inspiration, eh bien, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dans le cadre des plébéiens comme aujourd'hui, et puis de spécialistes, d'experts dans le cadre des interviews de Cal Reco, des experts et des invités dont les propos m'intéressent, m'interpellent, me questionnent. Et l'idée, eh bien, c'est de construire ma pensée et d'écrire une histoire, construire un récit qui mettra en scène mon héros du futur qui s'appelle donc Cal Reco et qui vit en l'an 2096. Voilà, vous savez tout si vous débarquez. Un grand merci à Franck pour cet échange. Franck que j'ai rencontré grâce à la musique d'ailleurs, parce qu'il organise chez lui des concerts. Et nous avions joué par une belle soirée d'été dans son jardin avec mes amis de Ride the Tiger. On avait passé un beau moment, comme lors de cet échange d'ailleurs, au studio Griffon, cet échange que nous vous livrons ici, aujourd'hui, maintenant. Bref, eh bien on arrive au bout, je vais vous laisser. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça nous aide beaucoup, on y diffuse du contenu inédit. Et bien sûr, ce qui nous aide également, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta. N'hésitez pas à nous y rejoindre. On se retrouve donc bientôt. D'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.